Il y a une conversation que j'ai eue au moins 50 fois. Un dirigeant qui me contacte, super enthousiaste, et qui me dit, Christina, notre technologie est 3 fois moins chère que notre concurrent américain. Et franchement, on fait mieux. Les specs parlent d'elles-mêmes. On ne comprend pas pourquoi ça ne décolle pas. Ou, comme j'ai entendu il y a pas très longtemps, je cite, mon produit est tellement bien, il suffit que je le leur montre, ils vont acheter. Et à chaque fois, je pose la même question. Mais combien de clients américains vous ont dit que votre produit était meilleur? Alors, la réponse, souvent, plein. Après chaque démo, ils adorent, ils nous disent que c'est génial, que c'est exactement ce qu'ils cherchent. Et alors, je pousse un peu, ok? Et combien ont acheté? Et là, souvent, un peu moins d'enthousiasme ou alors, ils sont en réflexion, on suit ça de près, c'est en cours, mais bon, ça prend du temps. Voilà, c'est ça le syndrome du meilleur produit. Vous avez une solution techniquement supérieure, moins chère, et vous pensez que ça devrait suffire. Sauf qu'aux États-Unis, non seulement ça ne suffit pas, mais ça peut même jouer contre vous. Et aujourd'hui, on va parler de pourquoi être le challenger avec le meilleur rapport qualité-prix peut vous desservir et surtout ce que vous pourriez vendre à la place. Bienvenue chez The Transatlantic Entrepreneur. Je suis Christina Rebuffet-Brodus et nous sommes là pour justement vous aider à réussir sur le marché américain. Alors, euh, cette situation, je comprends, je pense comprendre, en tout cas, d'où ça vient. Euh, Ici en Europe, quand vous développez un produit, vous passez des années à peaufiner la technologie. Vous investissez dans la recherche et le développement et vous êtes fiers de ce que vous avez construit. Et vous avez raison de l'être, car honnêtement, je vois beaucoup de produits qui sont effectivement mieux pensés, mieux construits que leurs concurrents US et qui a peut-être un produit inférieur, mais lui, il a mis entre 10 et 20% de son budget dans du marketing, contrairement à la plupart des entreprises françaises, mais ça, c'est un sujet pour un autre épisode. Non, le truc, c'est que vous transposez cette logique de mieux et moins cher sur le marché américain. Et vous vous dites, si mon produit est meilleur et moins cher, c'est mathématique, je vais gagner. C'est très cartésien comme réflexion. Sauf que les Américains ne font pas ces calculs. Alors, vraiment pas. Alors, laissez-moi vous raconter ce que j'observe assez souvent. Un dirigeant français arrive aux US avec son pitch et il commence par énumérer les fonctionnalités. Notre machine fait A, B, C, D. Il vous permet de connecter X et Y et la concurrence ne fait que A et B et en plus il peut pas faire Y. Et nous, en plus, on est 40% moins cher. Et il s'attend à ce que le prospect dise Amazing. Where should I sign? Fantastique. Où est-ce que je signe? Mais le prospect américain, lui, il pense à autre chose. Il se demande, et pourquoi c'est moins cher? Est-ce qu'ils vont encore exister dans 2 ans? Est-ce que je peux lui faire confiance? Qui d'autre utilise leur solution ici? Ou qui, comme moi, utilise leur solution? Comment je peux être sûr qu'ils comprennent vraiment mes problématiques? Et qu'est-ce qui va m'arriver si je change de fournisseur et que ça plante? Vous vendez les fonctionnalités, le prix, votre supériorité, c'est difficile à prononcer comme mot, technique. Mais le client US, il essaie aussi d'évaluer son niveau de risque. Mais, comme j'ai dit, ces dirigeants européens, ils ont souvent raison sur le fond. Leur produit est meilleur et leur prix est plus compétitif. Mais ils ne réalisent pas qu'aux États-Unis, ce qui compte, c'est parfois, il y a autre chose. Ce qui compte, c'est la réponse à une question silencieuse que tous les acheteurs américains se posent. Qu'est-ce que je risque si je me trompe? Parce que oui, aux États-Unis, on aime bien le goût du risque, mais pas n'importe quel risque. Et aux États-Unis, le coût de l'erreur peut être dramatique pour la personne qui prend la décision. Si vous êtes Vice President Operations et que vous changez de fournisseur pour un système critique, c'est votre réputation professionnelle que vous jouez. Peut-être même votre poste si ça tourne mal. Et peut-être aussi la confiance de votre équipe, votre image, votre réputation, votre crédibilité.
Alors oui, votre solution est peut-être 40% moins chère, mais est-ce que vous comprenez ce que ça signifie pour lui? Ça signifie qu'il va devoir justifier ce choix devant son CEO. Ça signifie qu'il va devoir expliquer pourquoi il n'a pas choisi le leader américain du marché que tout le monde connaît. Et ça, c'est un coût invisible. C'est un coût émotionnel, peut-être un peu politique, un coût de réputation. Et ce coût-là, vous ne pouvez pas le battre avec un argument rationnel sur les fonctionnalités et un prix. On va jouer à un jeu. On va se mettre 2 secondes, peut-être un peu plus longtemps, dans la tête de l'acheteur américain. Parce que ça devient vraiment intéressant à ce niveau-là. Aux États-Unis, on a une expression. Nobody ever got fired for buying IBM. Personne ne s'est jamais fait virer pour avoir acheté une solution IBM. Même si IBM n'était pas le meilleur choix. C'est pas le plus sexy. C'était peut-être le plus cher même. Mais c'était aussi le choix sûr, le choix défendable, le choix on prend pas de risque. Alors, quand vous arrivez avec votre solution 3 fois moins chère, voilà ce que l'acheteur américain entend. Risque, inconnu, pas de référence locale, compliqué à justifier. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous insistez sur les fonctionnalités. Vous montrez des tableaux comparatifs. Vous dites, regardez, on fait tout ce qu'ils font et en plus, on fait ça, ça et ça, et en plus, on est moins cher. Mais votre prospect américain, il ne vous écoute plus. Il est déjà en train de se demander, OK, admettons que je vous choisisse, comment je vais migrer nos données? Combien de temps ça va prendre? Est-ce que mes équipes vont devoir se former? Combien ça va coûter ça aussi? Et si ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais? Donc, vous listez les fonctionnalités et lui, il est en train de calculer mentalement tous ces risques opérationnels d'un changement. Et là, il y a quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs européens ne saisissent pas. C'est que aux États-Unis, le fait de switcher, ça a un coût, en fait. C'est ce qu'on appelle le switching cost. Et ce switching cost, le coût de changer de fournisseur, il est parfois massif selon la taille de l'entreprise. Et c'est pas juste financièrement, c'est aussi psychologiquement. Parce que les Américains sont dans une culture de l'action rapide, certes, mais ils sont aussi dans une culture où l'échec est très visible. Et on a beau à dire que non, aux États-Unis, on valorise l'échec, etc. Oui et non. Mais encore, ça, c'est un sujet pour un autre épisode. Et si vous êtes celui qui a fait adopter une nouvelle solution et que ça plante, tout le monde le sait. Votre réputation en prend un coup et votre crédibilité est entamée quand ce n'est pas vous êtes viré parce que justement vous avez fait perdre des millions à la boîte. Alors, quand vous êtes face à ce prospect américain et vous dites on est moins cher, ce que l'acheteur entend c'est je vais devoir prendre un risque. Et ce risque, il va falloir qu'il le justifie. Pas à lui-même, à son boss, à son équipe, peut-être même à son board. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai travaillé avec une entreprise française qui faisait des logiciels de gestion pour l'industrie. Leurs produits étaient objectivement meilleurs que leurs concurrents américains. Plus modernes, plus flexibles. C'était pas à moitié prix, mais c'était quand même bien moins cher. Donc, ils ont fait des démos à des dizaines de prospects américains. Alors, tous ces prospects américains, bien sûr, ils ont adoré. Waouh, c'est génial, amazing. Ouais, on va en parler en interne, on revient vers vous. Super, on n'a jamais vu ça. Né. Aucune vente en un an. Alors, pourquoi? Parce qu'ils vendaient le produit, pas la transition, pas la sécurité, pas la preuve que d'autres comme eux avaient déjà fait le saut et comment ça s'est passé et comment ça a été sécurisé. Et surtout, ils se battaient sur le terrain du concurrent américain déjà bien connu, bien installé. Ils se disaient, on fait la même chose qu'eux, en mieux et en moins cher. Mais l'acheteur, lui, il se dit, OK, donc vous êtes comme eux, mais je ne vous connais pas. Pourquoi je prendrais ce risque, en fait? Alors,
Comment vous sortez de ce piège? Déjà, vous pouvez arrêter de vous battre sur le terrain du concurrent. Arrêtez de dire on fait pareil en mieux. Parce que dès que vous dites ça, vous vous positionnez en fait comme l'alternative moins sûre, certes moins chère, mais moins sûre. Et aux États-Unis, ah oui, il y a des budgets à respecter, mais c'est pas forcément le prix qui va être le critère le plus important. Bien sûr, ça varie en fonction des contextes, mais d'une manière générale, on peut dire ça. Si votre produit fonctionne, mais qu'est-ce que vous racontez autour? Et c'est là où ça coince. Je vais vous expliquer justement par où commencer. Première chose, la sécurité de la transition. Les Américains ne veulent pas juste savoir que votre produit fonctionne. Ils partent du principe que ça fonctionne. Mais ils veulent savoir que le passage de leur solution actuelle à la vôtre va se faire sans casse, sans interruption, sans drama, même que vous allez prendre en main cette transition. Ça fait partie du service client sacro-saint, si cher aux Américains. Alors, au lieu de parler de vos fonctionnalités, parlez peut-être aussi de votre processus d'implémentation. Montrez comment vous gérez la migration. Donnez des délais précis. Dites, voici exactement ce qui va se passer jour par jour, semaine par semaine. Les Américains, bien qu'on dise qu'ils aiment bien prendre des risques, ils aiment bien aussi avoir vraiment de la clarté très explicite dans ce qui va se passer. Ça rassure parce que ça montre que vous avez déjà fait ça, que vous savez ce que vous faites et que ce n'est pas un saut dans l'inconnu pour eux parce que vous maîtrisez. Deuxième chose, c'est la preuve sociale locale. Et là, je sais ce que vous allez me dire, mais Christina, mais j'ai pas de clients américains, c'est bien ça le problème, je cherche à en avoir. Ok, alors vous avez deux options. Première option, vous trouvez un client pilote en Europe qui ressemble à votre cible américaine. Une entreprise internationale reconnue que les Américains connaissent ou respectent. Et vous faites un cas d'étude en béton avec eux. Vous montrez les résultats chiffrés, vous montrez le processus et vous utilisez ça comme votre preuve. Parce que même si ce n'est pas un client américain, c'est un client qui connaissent. Et ça vaut toujours plus que la petite PME de la région que personne ne connaît, on ne sait pas ce qu'ils font. Mais bon, si vous avez que ça, on peut aussi trouver comment travailler, mais idéalement, c'est bien de montrer justement un cas spécifique qui est connu par les Américains. Deuxième option, c'est que vous créez une nouvelle catégorie. Vous arrêtez de dire on fait la même chose que un concurrent américain et vous dites on fait quelque chose de différent. Et voilà pourquoi c'est l'avenir. Et voilà pourquoi ça répond à votre problème. Parce que si vous créez une nouvelle catégorie, il n'y a plus de comparaison directe. C'était vraiment même tout le principe justement du livre sur les océans rouges et les océans bleus. Vous n'êtes plus le challenger moins cher qui se bat contre justement tous les autres concurrents qui font la même chose mais qui sont plus connus. Vous êtes le pionnier de quelque chose de nouveau. Et troisième chose, c'est peut-être la plus importante, mais bon, après, ça peut dépendre des contextes. Mais vous devez vendre le coût de l'inaction. Alors, pas en posant la question, quel est le coût de l'inaction? Personne ne sait évaluer le coût de l'inaction, en fait, parce que on n'a pas de coût qu'on peut voir, en fait. C'est pas comme si on fait pas quelque chose et on voit de l'argent qui sort de notre compte. Mais l'idée, c'est quand même de faire en sorte que votre prospect américain y réalise qu'il est en train de perdre de l'argent en ne pas choisissant votre solution. Parce que votre concurrent, celui qui est déjà en place, lui, il a déjà un avantage fou. C'est le statu quo. L'acheteur n'a rien à faire. Il continue avec ce qu'il a, pas de risque, pas de changement, ça roule jusqu'à là. Bon, c'est pas parfait, mais ça fonctionne. Et on sait ce qu'on a et on sait pas vers quoi on va. Donc, vous devez montrer que le vrai risque, c'est de rien changer. Vous devez dire, par exemple, oui, vous pouvez continuer avec votre système actuel, mais voilà ce que ça vous coûte vraiment en temps perdu, en opportunités manquées, en inefficacité qui s'accumule. Et si vous arrivez à chiffrer ça en plus,
là, vous aurez des arguments forts. Et surtout, vous devez montrer que ce coût va augmenter, que le monde change, que leurs concurrents avancent et que rester justement avec l'ancien système, ce n'est pas neutre, ce n'est pas juste continuer, c'est vraiment prendre du retard. Je vais être honnête avec vous. Vendre en tant que challenger sur le marché américain, c'est dur parce que vous n'avez pas l'avantage du statu quo. Vous n'avez pas la preuve sociale locale. Vous n'avez pas le réseau de référence que vos concurrents ont construit depuis des années. Et en plus, vous arrivez avec une culture différente. Mais vous avez quelque chose d'autre. Vous avez une technologie qui vient d'ailleurs, une approche différente, une perspective que les acteurs locaux, eux, ils n'ont pas. Et donc, la question, c'est comment je transforme ma différence en avantage? Et ça passe par comprendre que vous ne vendez pas un produit, vous vendez une décision. Une décision que l'acheteur américain va devoir défendre. Une décision qui va devoir justifier. Une décision qui va impacter sa réputation. Alors, vous pouvez lui faciliter cette décision en donnant des arguments pour se vendre lui-même votre solution en interne. Montrez-lui que ce n'est pas un risque, montrez-lui que le vrai risque, c'est justement de rien faire, de rien changer. Et si vous écoutez cet épisode et que vous vous reconnaissez, si vous avez un produit génial, des prix compétitifs et que vous ne comprenez pas pourquoi les Américains ils ne signent pas, alors peut-être il est temps de revoir votre approche. Votre produit fonctionne probablement très bien. Mais même je suis quasiment sûre, si vous écoutez cet épisode, c'est que vous êtes bien déterminé à faire quelque chose qui fonctionne bien. Et donc là, j'ai aucun doute là-dessus. Mais la manière dont vous le présentez, elle a peut-être besoin d'évoluer. Et chez Transatlantia, c'est exactement ce qu'on fait. On vous aide à repositionner votre message pour qu'il résonne avec la psychologie d'achat américaine. On vous aide à vendre la sécurité, pas juste vos spécificités ou les fonctionnalités. On vous aide à transformer votre différence française en avantage compétitif. Mais attention, ce n'est pas en disant on est le French software, etc. Si vous voulez en discuter et faire un diagnostic, je vous invite à vous rendre sur transatlantia.com pour prendre rendez-vous avec moi. Alors, rappelez-vous, aux États-Unis, le meilleur produit ne gagne pas automatiquement. Le produit le plus facile à défendre, lui, il gagne souvent. Et celui qui réduit le risque perçu, celui qui répond à la question silencieuse, qu'est-ce qui m'arrive si je me trompe? Là, c'est là où vous allez pouvoir commencer à signer les contrats. La prochaine fois que vous faites une démo et que le prospect vous dit « c'est génial, on va réfléchir », posez-vous cette question. Ou si vous pouvez, analysez le transcript de votre appel. Mais regardez et cherchez à répondre à la question, est-ce que je viens de vendre mon produit ou est-ce que j'ai juste ajouté à sa liste quelque chose à justifier? Prochain épisode, on va parler de quelque chose que tous les dirigeants européens détestent entendre. Pourquoi vous devez arrêter de chercher la bonne personne aux États-Unis et ce qu'il faut faire à la place. C'était The Transatlantic Entrepreneur et je vous dis à très vite.